derniers qui sont en train de se connecter. Je crois que c'est Hélène qui joue aujourd'hui le rôle d'animateur en chef, c'est ça, et qui doit nous rappeler les règles Oui, de ce webinaire. Vas-y. bonjour à tous, bienvenue à tous ceux, qu'on n'a pas encore salués, quelques petits mots, de rappel des règles pour, ce webinaire avec, l'ensemble de l'équipe de direction. Donc ce webinaire va être enregistré, donc si vous ne souhaitez pas apparaître à l'écran, voilà, n'hésitez pas à enlever votre caméra et à couper votre micro. Vous pourrez bien entendu le remettre et poser vos questions si vous le souhaitez à l'oral en levant la main, ce qui nous permettra de distribuer la parole. Et si vous le préférez, le fil de discussion peut également être utilisé pour poser vos questions. Et si vous voyez des questions qui répondent à vos préoccupations, n'hésitez pas à les liker avec un pouce, ce qui nous permettra voilà, d'essayer de cibler les questions qui sont les plus importantes pour vous. Nous prendrons les réponses au fil de l'eau. J'essaierai de veiller avec les collègues à ce qu'on puisse les poser. Et puis évidemment, nous avons un temps en fin de webinaire pour également prendre d'autres prises de parole. Et surtout, ne restez pas avec des questions que vous n'auriez pas posées. Nous sommes là pour échanger. Il n'y a pas de questions inintéressantes. Au contraire, elles nous permettent d'approfondir certains points et de préciser des choses. Et donc, je donne la parole à Frédérique Mini Oui. pour commencer ce webinaire. Merci beaucoup Hélène. Bonjour à tous, enfin rebonjour à ceux que j'ai déjà salués il y a quelques minutes. Je suis ravie de vous retrouver pour ce webinaire alors qu'on va consacrer à notre nouvelle convention d'objectifs et de gestion, mais on vous dira aussi un mot de notre nouveau contrat pluriannuel de gestion on a des éléments qui sont maintenant précis. Le but, comme vous l'a dit Hélène, c'est que ça puisse être interactif parce que vous avez peut-être déjà assisté au webinaire du directeur de la Caisse nationale sur ce sujet-là. Donc, si c'est juste descendant, voilà, vous n'allez peut-être pas y trouver votre compte. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. On essaiera vraiment de les prendre au fur et à mesure. Puis si vous n'en posez pas, le risque, c'est qu'on se mette à parler un peu trop longtemps et qu'on vous endorme un peu, surtout en ce début d'après-midi, juste après le repas. Et déjà, merci d'être présent un vendredi à cette heure-là. En même temps, notre objectif était de neutraliser normalement les vendredis après-midi. Alors, on n'y arrive pas toujours, mais en tout cas, ça doit permettre de dégager un petit peu de temps pour cela. Alors, ça y est, je commence à digresser moi-même. Donc, on démarre tout de suite donc sur cette première diapo. Alors, pour beaucoup d'entre vous, je pense que vous connaissez déjà, mais il nous a semblé quand même important de pouvoir rappeler rapidement, notamment pour les nouveaux venus, ce qu'est une COG et ce qu'est un CPG. Donc, une COG, contrat d'objectifs, convention, ça y est, je commence. Convention d'objectifs et de gestion passée entre l'État, donc le ministère Sécu et du budget, et notre caisse nationale, et qui détermine pour une nouvelle période de 5 ans, donc 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, nos orientations stratégiques au niveau de la branche recouvrement. Donc, des orientations et des objectifs, mais aussi des moyens qui sont associés et des indicateurs. Je vais assez vite parce que vous aurez des exemples d'indicateurs tout au long de la présentation. Et puis, une évaluation qui permet de faire le point à chaque fois sur où on en est de l'avancée des objectifs prévus dans la COG. Cette convention se décline ensuite entre la Caisse nationale et chacune des URSSAF au travers d'un contrat pluriannuel de gestion qui reprend bien sûr les objectifs de la COG et qui va déterminer quelques éléments plus spécifiques à l'organisme, par exemple, lorsqu'il y a des activités mutualisées ou une gestion pour le compte du national. Voilà pour ce premier rappel. Pour revenir donc sur cette nouvelle COG. On a essayé de vous lister ici les éléments qui ont été utilisés par notre Caisse nationale pour négocier avec la direction de la sécurité sociale et donc là aussi la partie budget, euh, qui donc ont permis d'indiquer de quels moyens le réseau du recouvrement avait besoin pour pouvoir assurer au mieux sa mission dans les 5 ans à venir. Donc 2023-2027. Premier élément pris en compte, l'évolution du fichier cotisant. À chaque fois, je vais essayer de vous dire
comment l'Ursaf-Rhône-Alpes se positionne au regard de ces de ces différents, de ces différentes évolutions qui ont été retenues par notre Caisse nationale. Donc sur le fichier cotisant, l'évolution de l'Ursaf-Rhône-Alpes se situe dans la moyenne, donc ni plus ni moins. Voilà, on est considérés tous comme ayant une évolution positive de notre fichier cotisant. Ça, c'est constaté sur la période passée et les prévisions sont que ça va continuer, notamment, vous le savez, par l'évolution du nombre d'auto-entrepreneurs. Deuxième élément, la fiabilisation des données individuelles. Donc là aussi, on y reviendra, les données individuelles de la DSN. On demande aux URSSAF d'aller beaucoup plus loin par rapport aux données agrégées qui étaient prises en compte auparavant, et donc ça demande du temps, de l'investissement, de la formation, des développements informatiques. Donc c'est un élément important, mais qui a aussi un impact identique pour l'ensemble des URSSAF. Troisième élément, les gains de productivité liés aux projets portés dans la COG. Juste 2-3 exemples rapides. Dans cette COG, j'ai envisagé la labellisation de certains logiciels de paye, ce qui nous permettrait effectivement, si les choses sont bien faites en amont, de gagner du temps sur des corrections d'anomalies DSN qui devraient être moins nombreuses si les logiciels de paie sont labellisés auparavant par les URSSAF, d'où les gains de productivité attendus. Deuxième exemple, les gains informatiques, notamment l'amélioration du portail Cléa. Vous dire aussi que sur cette partie productivité, l'Ursaf-Rhône-Alpes est plutôt bien positionné, puisqu'on est au 3e rang au niveau national. Pour autant, il est demandé à l'ensemble des URSSAF de gagner en productivité sur cette période au regard des évolutions attendues. Et puis un dernier élément à citer aussi qui est d'importance, même si je sais qu'il y a des progrès à faire encore, c'est la mise en place du guichet unique qui remplace les CFE depuis le début de l'année. Alors je sais que ça ne fonctionne pas très très bien encore, il y a encore des évolutions informatiques importantes à apporter à ce guichet unique, mais à terme, en tout cas d'ici le terme de la COG, on devrait normalement pouvoir gagner du temps sur nos opérations classiquement dédiées au CFE. Quatrième point, les redistributions d'activités et la prise en charge d'activités nationales. Là, nous sommes concernés à plusieurs titres. Première illustration, vous savez que nous sommes centre FEND, donc de traitement du courrier entrant, comme 2 autres organismes, donc pour beaucoup d'URSSAF de France. Comme c'est pas nouveau, mais ça continue, il y a une progression de la dématérialisation. Les prévisions de la Caisse nationale sont de dire que l'activité des centres FEND sur la partie numérisation devrait se réduire dans les années à venir. Et donc, ça nous concerne au premier chef puisque nous assumons cette activité. Deuxième élément de redistribution d'activité, alors là, ça joue dans les 2 sens. Le CESU, donc les particuliers employeurs, nous avons à la fois une activité qui se développe avec la mise en place de l'avance immédiate de crédit d'impôt, donc un champ qui se développe. Donc ça joue en faveur de l'octroi de moyens à notre organisme. Mais en même temps, il a été décidé dans cette COG de centraliser les appels niveau 1, les appels téléphoniques niveau 1, ces UPAGE qui ne sont pas traités chez nous au niveau du CESU, mais dans les plateformes téléphoniques Accure, sur quelques URSSAF, qui d'ailleurs à terme pourront traiter aussi une partie des mails. Donc ça, ce sont des moyens qu'on nous retire dans les calculs qui sont faits des plus et des moins du CPG, puisque c'est une activité qui se réduira. Enfin, le dernier point, ça a été, vous l'avez probablement entendu, il y a des annonces gouvernementales de souhait d'amélioration des résultats, alors tant d'ailleurs du côté des impôts que des URSSAF, sur la lutte contre la fraude, la lutte contre le travail illégal. Et ça se traduit concrètement par un fléchage de moyens, de renforts de moyens qui devront être consacrés dans l'ensemble des URSSAF à la LCTI. Donc ça, ce sont les orientations générales. Je vous ai dit les impacts que ça représente chez nous. Et là, la slide suivante, c'est la traduction en chiffres. Alors, sur cette COG, ça se traduit comment? Donc, notre CPG à l'Ursaf-Rhône-Alpes, nous aurons la création de 25,4 ETP. Vous voyez à quel point c'est précis par rapport à notre exécuté 2022 sur cette nouvelle période conventionnelle.
Parmi ces 25,4 ETP, 21 seront pas du renfort, mais seront de la création nette de postes pour la lutte contre le travail illégal, donc 19 inspecteurs et 2 contrôleurs. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que le différentiel qui pourrait être consacré à renforcer les activités, toutes les autres activités hors LCTI de l'URSSAF, puisque avec le jeu des plus et des moins, voilà, on devrait pouvoir aussi renforcer les secteurs, par exemple, qui assurent la fiabilisation de la DSN, le CESU sur le champ qui concerne l'extension de l'activité AICI. Donc voilà, tout ça reste à affiner, mais en tout cas, des créations nettes de postes pour l'URSSAF Rhône-Alpes. C'est la première fois, moi, que je vois ça au cours de ma carrière, je crois, depuis très longtemps. On était classiquement sur des COG et des CPG qui se traduisaient par des rendus de poste pour les organismes. Donc là, on a vraiment une négociation qui, alors pour notre branche comme pour quelques autres branches prestataires aussi, c'est plutôt bien passé au niveau national. Aucune URSSAF ne perdant de poste sur cette COG et un certain nombre d'entre elles, comme nous, ayant des créations nettes. Voilà pour la partie CDI. Pour la partie CDD, nous avons une enveloppe très conséquente sur 2023, mais qui tient compte aussi du fait que, voilà, depuis le début de l'année jusqu'à la fin de la période de négo au COG, nous n'avions pas l'autorisation d'embaucher des CDI, sauf cas vraiment très particuliers. Donc 1000 mois de CDD pour 2023, plus de 600 mois sur les autres années. À noter aussi que la Caisse nationale, au début, nous avait proposé un petit peu moins, qu'ils ont écouté notre demande. Voilà, disons que nous avions des besoins supplémentaires. Sur les autres dépenses de fonctionnement, on nous demande là aussi, comme toutes les branches de la Sécu, et je pense l'ensemble des services publics, de faire des gains, donc à la hauteur de moins 1% par an, mais c'est hors dépenses énergétiques. Et puis en matière d'investissement, alors il y aurait beaucoup de choses à dire, ça sera un petit peu plus détaillé d'ailleurs ensuite. Juste citer à ce stade la concrétisation du projet immobilier de Saint-Étienne, un regroupement du CESU et des équipes de l'URSSAF. Et puis un accent sur les dépenses générant des économies d'énergie. Je vous rappelle, juste avant de passer la parole à mes collègues pour qu'ils vous donnent plus d'éléments, les 4 ambitions de la COG, qui est vraiment axée sur la notion de service. À chaque fois, vous le verrez, hein, il y aura une reprise des engagements de la COG, et puis ensuite quelques illustrations sur ce que ça veut dire à l'URSSAF Rhône-Alpes, pour que, voilà, qu'on ne soit pas dans des choses un peu trop éloigné de votre quotidien, mais qu'on puisse le rattacher à ce que concrètement, voilà, concrètement, c'est quoi pour nous des services plus adaptés et plus performants? Concrètement, c'est quoi des données sociales de qualité pour garantir le lien entre cotisation et prestations? Même chose sur le 3e axe qui concerne la performance du recouvrement amiable et forcé et l'accompagnement des entreprises. Et puis le dernier thème qui est davantage consacré à l'interne, à la gestion interne, sur l'organisation solidaire et responsable. Voilà pour cette intro. Je ne sais pas si à ce stade, il y a des réactions, des questions, des souhaits d'intervention. Je me tourne vers Hélène. Non, je ne vois rien, Frédéric. N'en vois pas. On peut OK. continuer, ça suscitera des questions plus tard, j'en suis sûre. OK, très bien. Et donc, je laisse la parole à mes collègues. Je ne sais pas qui commence, pour tout vous dire. C'est Vincent, c'est Vincent. Qui Merci enchaîne. Vincent. Merci Hélène, merci Frédéric. Bonjour à tous. Écoutez, avec la formidable équipe des agents de direction métier, nous allons essayer de vous présenter les principales caractéristiques des 3 premières ambitions de la Convention d'objectifs et de gestion, qui sont davantage tournées vers des sujets métiers, avec, comme Frédéric l'a souligné, on va essayer de zoomer sur quelques illustrations concrètes qui concernent plus directement notre organisme. Un élément fort, Frédéric l'a dit, mais je pense que c'est véritablement ce qui caractérise cette COG, c'est une convention d'objectifs et de gestion qui est résolument tournée vers le service aux cotisants dans plusieurs dimensions, dans plusieurs directions, et qui, d'une certaine manière, confirme le virage que l'on a tous amorcé collectivement, parfois dans des conditions de vie difficiles, mais très appréciées de nos cotisants, évidemment, pendant la crise sanitaire. Donc la première ambition, c'est celle d'offrir à nos publics des services plus performants et plus adaptés.
Si vous vous souvenez, lorsque le projet de convention d'objectifs et de gestion a été lancé par le directeur général de l'ACOS, il a souhaité associer un maximum de contributeurs, que ce soit en interne, hein, l'ensemble des salariés de la branche, la représentation des administrateurs, hein, employeurs et salariés, mais également évidemment nos publics, au travers d'une démarche qui s'est appelée le Grand Dialogue et qui a permis de recueillir un certain nombre d'avis, de propositions, d'idées. Et ces idées sont venues nourrir beaucoup des axes que l'on va exposer ici, et autour de notions qui sont davantage de personnalisation de la relation, une meilleure synchronisation des informations lorsqu'elles sont données à un moment, comment ne pas pouvoir les réutiliser lorsqu'on en a besoin à un autre, éviter en effet de délivrer plusieurs fois les mêmes informations, faire aussi preuve lorsque c'est possible de davantage de réactivité. Alors, cette logique justement de se tourner vers les utilisateurs, c'est aussi de rechercher à avoir une expérience utilisateur qui est améliorée et également prendre en compte les attentes de publics qui ne sont pas forcément des experts. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que notre fichier augmente, mais il augmente principalement sur des caractéristiques de public qui sont les micro-entrepreneurs ou les particuliers, et donc des publics plutôt non experts qui, de fait, ne sont pas forcément rompus avec des démarches qui peuvent apparaître parfois juridiques ou complexes. Et c'est donc tout l'enjeu que l'on a de leur offrir des services plus adaptés à leurs besoins. Ça passe tout d'abord par un socle de services homogène, quelle que soit la nature du public, notamment par les canaux du téléphone ou du courriel, avec le souci d'harmoniser nos offres. Et d'ailleurs, ça se traduit très concrètement par des indicateurs de performance qui vont être mesurés sur le taux d'appel abouti, sur le délai de traitement des courriels, pour l'ensemble de nos publics, sans distinction des employeurs, des indépendants ou d'autres catégories. C'est aussi la recherche d'une meilleure accessibilité à nos services. Alors, quand on parle d'accessibilité, on parle aussi d'inclusion numérique, parce que parfois, dans nos nouveaux publics, on peut avoir des personnes qui ne sont pas forcément à l'aise avec les démarches en ligne. Or, celles-ci sont devenues incontournables. Il nous faut donc être en mesure, parallèlement à la priorité donnée à la relation via les services en ligne, eh bien, des canaux de contact qui permettent justement aux utilisateurs d'interagir avec nous. C'est une vigilance aussi qui est attendue et que l'on pratique déjà pour répondre de manière réactive à des situations que l'on pourrait qualifier d'urgence, ce qui se traduit aujourd'hui par les systèmes de lignes rouges ou par des dispositifs, dont d'ailleurs on est parmi les seuls à le faire en France, d'accompagnement avec par exemple l'association APESA. C'est aussi dans cet axe-là le recours à des technologies qui sont plus avancées, d'une part, parce que ça permet évidemment de mieux gagner et de toucher davantage de public et donc de gagner en réactivité, mais aussi en traitement un peu plus de masse pour les questions standards, et donc réserver des ressources pour des demandes plus personnalisées qui vont nécessiter davantage de temps. Et là aussi, un équilibre entre un effort fait sur les services en ligne, sur les technologies les plus avancées, et parallèlement, la réaffirmation de l'accueil physique, avec notamment inscrit dans la COG le fait d'être ouvert au moins une demi-journée par semaine en tout venant. Cet axe, il embarque aussi des démarches simplifiées. En Rhône-Alpes, évidemment, avec le dispositif CESU ou de la ICI, on est en pointe pour ce type de démarche, mais c'est donc réaffirmé clairement dans la COG comme étant une orientation forte et qui dépasse le seul périmètre des particuliers employeurs. La logique qui se cache derrière, c'est aussi le « dites-le nous une fois ». Ce que je disais en introduction, c'est dès lors qu'on a une information que l'on a enregistrée à un moment, eh bien, il faut que l'on soit capable, dans l'avenir, de pouvoir la réutiliser ensuite lors de nos interactions avec les publics. L'appui de l'URSSAF lors des événements de vie, de l'entreprise ou de l'entrepreneuriat, c'est la logique du parcours qui vise évidemment à accompagner à certains moments clés du fonctionnement de nos cotisants lorsqu'ils sont au moment de la création ou de la cessation ou lorsqu'ils connaissent des difficultés ou des questionnements particuliers, eh bien être en mesure de leur apporter des réponses pour leur permettre de surmonter ces différentes étapes.
La contribution de l'URSSAF à la lutte contre le non-recours, c'est tout simplement aussi la volonté de davantage s'articuler dans une logique d'interdépendance avec les autres branches de la sécurité sociale. Alors, concrètement, et c'est ce que l'on va voir dans la slide suivante, quelques illustrations pratiques sur la traduction de ces orientations, notamment à l'URSSAF Rhône-Alpes. Et ce que je vous propose, c'est qu'on commence avec une première illustration du VoiceBot avec Fabien Villienne, donc, qui est coordonnateur au STFS et qui va nous en dire un petit peu plus. Bonjour, merci Vincent, bonjour tout le monde. Donc je vais être assez bref étant donné qu'on a un temps limité. Donc le VoiceBot, c'est un projet qui a été débuté l'an dernier avec le centre de Franche-Comté, donc le STFS de Franche-Comté. Ils ont piloté le projet dans sa phase d'élaboration et on est passé sur le VoiceBot, donc sur une implantation de l'agent conversationnel en français, le 17 octobre avec une montée progressive du pourcentage d'appels pris en charge par le VoiceBot pour arriver à 100% d'appels pris en charge depuis le mois de janvier. On a commencé avec des résultats assez mitigés, beaucoup de décrochés en cours de réponse et peu d'appels traités de bout en bout. Et aujourd'hui, on est autour de 35% d'appels qui sont totalement traités par le VoiceBot. Le VoiceBot est construit autour de 65 scénarios, donc motifs d'appel, que ce soit des questions, des scénarios de premier niveau, de gestion de compte ou de recouvrement amiable forcé. Et ça permet actuellement de réduire quand même un certain nombre d'appels. Hein. Je le répète, c'est 35% à peu près actuellement. Et on est vraiment en phase d'élevage de bots. Donc, on a des éleveurs de bots. Alors, les éleveurs de bots ne sont pas en RA, ils sont en Franche-Comté, mais ils consacrent à peu près 1 à 2 journées par semaine pour s'assurer que le VoiceBot comprenne bien les questions des usagers, des cotisants, et qu'on apporte bien les bonnes réponses de sorte à ce qu'il ne passe pas en mode interaction directe avec un COS ou rappel. Voilà, donc le VoiceBot, c'est un produit qui est en constante évolution. Il n'est pas encore mature, mais au niveau des chiffres, en tout cas, on ressent déjà des gains en termes de volumétrie. Merci Fabien. Donc, c'est une illustration. Pardon, vous vouliez peut-être dire quelque chose. Pardon. Non, j'avais terminé. Voilà, donc j'étais en train de dire, c'est une illustration de l'axe développement technologique qui permet, comme vous le comprenez, hein, de prendre en charge de manière informatique, par de l'intelligence artificielle d'ailleurs, hein, la réponse à des questions qu'on va qualifier de questions plus simples et qui permet de réserver à des gestionnaires de la relation client ou des conseillers offre de service une interaction humaine et donc la prise en charge de questions peut-être plus complexes. Donc ça, c'est une illustration qui est opérationnelle aujourd'hui en Rhône-Alpes hein, et aussi en Franche-Comté de cette traduction de l'axe de la COG. Un autre exemple. Vincent, si je peux compléter, avec une partie évaluation de la part du cotisant de la qualité de l'appel aussi et de sa satisfaction en fin d'appel. Et qui permet du coup d'optimiser en effet le contenu des réponses, tout à fait. Un autre exemple qui est la traduction concrète de cette ambition, et là plutôt dans une logique interbranche que j'indiquais tout à l'heure, c'est le comité de coordination entre organismes de sécurité sociale en faveur des indépendants, et c'est Guillemette Baudskus qui va nous en parler. Bonjour à tous. Oui, effectivement, dans le cadre de la réflexion qui vise à mieux prendre en compte les situations et notamment les situations des travailleurs indépendants, la Caisse nationale et les URSSAF ont développé une série d'offres. Vous connaissez hein, notamment HELP, l'accueil commun, un dispositif de fil rouge avec l'ensemble des branches prestataires de la Sécu, donc retraite, maladie et famille. Mais du coup, pour instaurer une coordination intéressante et surtout efficace, on a pris l'initiative en Rhône-Alpes de créer un comité de coordination pour les travailleurs indépendants. L'objectif, c'est à travers cette approche interbranche, notre rôle à nous, c'est de coordonner la prise en charge de l'indépendant, mais d'arriver à apporter un service de bout en bout, c'est-à-dire que quand on a connaissance d'une situation particulière pour un indépendant, on fait une espèce de 360, si vous voulez, et on fait le lien avec les caisses prestataires, donc soit sur les droits auxquels peuvent prétendre les indépendants compte tenu des cotisations versées,
soit des dispositifs sanitaires et sociaux, que ce soit du coup de l'action sociale, de CARSAT, d'URSSAF, de CAF, puisque dans ce comité de coordination, on a un rôle un petit peu hybride au niveau des travailleurs indépendants, c'est-à-dire qu'à la fois, on garantit le champ du Conseil de la protection sociale des travailleurs indépendants, donc qui est la gouvernance des travailleurs indépendants suite à l'intégration du RSI au régime général. Et parallèlement, on représente aussi la branche URSSAF du régime général. Donc, on est un peu bicéphale. Mais l'idée, en tout cas, à travers cette instance, c'est de gérer à la fois les aspects politiques vis-à-vis donc du CPSTI, vis-à-vis des CAS, vis-à-vis des CRA, et aussi des aspects très opérationnels sur la mise en œuvre, je vous le disais, de l'accueil commun, du dispositif HELP, sur lesquels on a déjà eu l'occasion d'échanger. Merci Guillemette. C'est l'illustration aussi du positionnement de l'URSSAF comme étant l'organisme un peu pivot en faveur des travailleurs indépendants depuis le projet de transformation du RSI et sa disparition. On a aussi dans cet axe, mais je ne le détaillerai pas forcément plus avant, évidemment une réflexion à mener en matière de notre stratégie d'accueil physique. Des travaux sont actuellement en cours avec les collègues en charge de l'accueil et les directions territoriales. On mène également en étroite concertation avec les directions métiers et puis la direction des ressources humaines une réflexion qui s'est engagée d'ailleurs hier sur le métier de conseiller offre de service, dont on voit bien que c'est un métier qui d'une part est au cœur de la relation de service directe portée par cette COJ, mais qui est aussi susceptible d'évoluer à la fois dans son contenu et son mode d'exercice compte tenu des orientations qui se dessinent. Et puis, un axe très fort qui est porté dans cette convention d'objectifs et de gestion, impulsée notamment par le directeur général, c'est la volonté de faire évoluer nos organisations de manière progressive selon une démarche qui est encore à construire sous la forme du middle office. Et sur ce point, sous le contrôle d'Hélène, on a une question qui avait été posée en amont du live. Et peut-être je te laisse la reposer. Je crois que c'est Frédéric qui la prend. C'est ça, on avait donc certains d'entre vous nous avaient envoyé leurs questions parce que vous aviez la possibilité de le faire, et on avait également effectivement une question sur le fait qu'un des objectifs de la COJ est le 50% middle office, comme tu le disais Vincent à l'instant, et une demande de savoir comment la direction envisageait d'atteindre cet objectif. Frédéric, si tu veux nous en dire quelques mots. Oui, bien sûr, sachant que bien sûr Vincent ou les collègues, vous pouvez compléter. C'est une conviction forte du directeur général de la COJ, je crois que c'est d'ailleurs comme ça qu'il le dit, que si on arrive à répondre, c'est un peu la notion de bout en bout tout de suite à une question posée par notre cotisant, on va gagner en réitération, on va gagner en qualité de service. Et qu'au total, le temps du point de vue de l'organisme, où en plus le gestionnaire qui aura pris en charge la réponse aura eu l'impression vraiment de pouvoir tout traiter, d'aller du début à la fin, que du point de vue du cotisant qui aura sa réponse immédiate, tout le monde va gagner. Alors, comment est-ce qu'on doit passer à ce développement du middle office? Ça reste du domaine de liberté des organismes. Donc, l'objectif, c'est que, en fin de COJ, nous puissions avoir un traitement des appels et des mails qui soit à 50% en middle office. La traduction étant qu'on puisse apporter une réponse rapide au cotisant à la question qu'il a posée, sans se renvoyer d'un service à l'autre, sans qu'il ait le sentiment que la personne qu'il a eue en face de lui n'avait pas ou la compétence ou le temps de lui répondre au fond. Par contre, la façon dont on arrive à ces 50%, elle est laissée à notre initiative. Certains organismes souhaitent aller plus loin. C'est déjà le cas d'ailleurs en URSSAF Centre Val-de-Loire, où là, ils parlent carrément de total office. Chez nous, en fait, on souhaite y aller progressivement. Alors, on va peut-être pas repasser la parole à Fabien tout de suite sur ce sujet-là, mais on a une expérimentation qui va se mettre en place au STFS d'un middle office équilibré, si j'ai bien en tête le terme utilisé.
certains collègues d'autres organismes nous ont dit aussi, et ce qui est vrai chez nous, hein, mais qu'on a des conseillers offres de services qui, sans être aujourd'hui qualifiés de middle office comme on l'a dans nos secteurs, sont capables d'aller au-delà d'une réponse de premier niveau et donc donner une réponse totale à un cotisant. Donc on voit que la réalité est complexe. Notre objectif, c'est d'y aller étape par étape. D'expérimenter, comme on va le faire sur les frontaliers en Suisse, de le faire dans les autres secteurs, de voir jusqu'où on peut aller. Mais en tout cas, c'est un des points forts de cette COGE. C'est essayer aussi pour redonner du sens, je pense, aux gestionnaires sur pas avoir l'impression de traiter des listes d'anomalies comme c'est parfois le cas, mais se dire bah, je suis allé au bout de la demande et j'ai pu traiter l'intégralité du dossier. Donc c'est ça l'idée du middle office, c'est pouvoir répondre davantage aux cotisants et en même temps, pour nos personnels, pouvoir traiter l'intégralité d'un dossier. Donc, ça va être étape par étape en expérimentant. Et donc, l'objectif, c'est pas que 100% de l'organisme fonctionne comme ça, mais qu'on soit à 50%. Alors, je sais que ce sera plus facile pour des COS de faire du middle office que pour des gestionnaires de prendre du téléphone. On en est tous conscients. On sait qu'il y a voilà, un point important qui sera travaillé dans ce domaine. Et pour autant, quand on demande à un gestionnaire de rappeler aux cotisants pour préciser quelque chose qui a été mal compris, bah aujourd'hui, ça se fait plutôt bien et je pense que c'est apprécié des deux côtés. Voilà ce que je peux dire à ce stade. J'ai peut-être été trop longue et je ne sais pas si Vincent, tu souhaites rajouter quelque chose. Non, ça me paraît très complet. À ce stade, en effet, on a à construire une démarche, c'est peut-être ça que l'on peut simplement rajouter, qui permet de projeter un peu sur les 5 années qui viennent notre stratégie pour Tout à développer fait. le middle office, avec quand même, et tu l'as souligné, une orientation forte que tu as posée, qui est de dire on ne va pas vers le total office, mais on reste sur quelque chose qui reste, alors je ne sais pas si on emploiera le mot équilibré, hein, dans le copyright, et pour ça c'est en anglais exprès pour Fabien, pour le STFS, mais voilà, on a évidemment à définir notre stratégie collectivement et on ira progressivement. Alors, Hélène, je crois, voilà. je reprends la parole en studio. On voulait vous proposer du coup pour finir cette première ambition, puisque vous avez vu qu'on en a 4, donc on a encore un menu copieux, vous proposer de réagir aussi par un sondage pour que vous nous disiez pour vous quel est l'enjeu principal pour notre organisme de cette première ambition, avec un sondage Forms qui s'affiche normalement sur votre écran et vous pouvez choisir une des propositions, soit plutôt revoir nos modalités d'accueil physique, soit plutôt le haut niveau de performance en réponse téléphonique et mail, le développement des nouveaux outils numériques ou je ne me prononce pas car tout est important pour moi. Je vois que les votes sont bien entamés, donc je vous laisse quelques secondes pour regarder ce que ça donne, sachant qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vraiment pour savoir ce qui vous parle le plus dans cette ambition. Alors, j'ai l'impression que le haut niveau de performance en matière de téléphone et de mail tient la rampe avec plus de 50% d'entre vous. Il y a encore un petit peu de vote, mais je crois que ça ne change pas fondamentalement. Donc, plutôt d'abord le haut niveau de performance téléphonique et mail, et puis après, relativement à égalité, les autres items. Mais merci pour votre participation, ça nous permet de voir comment vous positionnez vous-même. Et ce qu'on vous propose, du coup, c'est de redonner la parole à Vincent pour évoquer l'ambition 2, qui est, elle, plutôt sur la qualité des données sociales. Merci Hélène. Alors en effet, l'ambition 2 de cette convention d'objectifs et de gestion, qui se retranscrit dans notre contrat pluriannuel de gestion à venir, est probablement celle qui apporte un positionnement un peu nouveau de la branche dans le grand univers de la protection sociale ou de la sécurité sociale, puisqu'il vise à donner un rôle pivot de fiabilisation des données sociales telles qu'elles sont déclarées, alors pour le moment principalement par les employeurs, pour le bénéfice finalement des salariés en matière de prestations. C'est-à-dire que voilà, le titre, c'est bien de qualifier les données sociales, de s'assurer qu'elles sont de qualité pour garantir ce lien entre cotisation et prestations. Cet axe, il s'inscrit dans un projet plus large qui a été promu par les pouvoirs publics, qui est celui de la solidarité à la source et qui consiste tout simplement à dire qu'à partir du vecteur qui est la déclaration sociale nominative,
dans laquelle se déversent les données des logiciels de paye, eh bien, si on est en mesure de garantir que les données qui sont donc déclarées par les employeurs sont justes, y compris à la maille individuelle, c'est-à-dire pour chacun des salariés, eh bien, on pourra, de manière fiable, calculer les droits à prestations auxquels ils peuvent prétendre, soit des prestations, on va dire, de long terme, la retraite, ce qui est quand même déjà grande partie le mode de fonctionnement, mais aussi des prestations beaucoup plus contemporaines, beaucoup plus régulières, que sont notamment les prestations versées par les caisses d'allocation familiale sous conditions de ressources. Ça s'inscrit aussi dans une logique qui consiste à donner des éléments de revenus de référence avec le montant net social qui va apparaître très prochainement sur nos bulletins de paye et qui est en effet la référence pour calculer un certain nombre de prestations sociales. Et ce montant net social, il découle évidemment de salaires et des données brutes dont on défalque une partie des cotisations et des contributions. Et en fonction de la réglementation que nous mettons en œuvre, eh bien, on aura donc à finalement garantir que ces informations sont justes et fiables et donc peuvent être utilisées directement à la source par les caisses prestataires. Vous voyez, je pense que cette coche, on disait l'axe service est essentiel, mais c'est aussi véritablement un positionnement au cœur de la sécurité sociale, au cœur de la protection sociale que l'on retrouve, on le disait pour les indépendants, avec l'illustration qu'a pu donner Guillemette Bruscus, mais on le voit aussi dans cette mécanique autour de la déclaration sociale nominative. Alors, je vais très vite pour dire que derrière ce projet qui est extrêmement vaste et qui est d'ailleurs piloté directement par la direction de la sécurité sociale avec une direction dédiée au sein de la Caisse nationale qui embarque aussi le fait d'élargir les transferts du recouvrement quand bien même le projet Agir Carco n'a pas abouti et ne se fera pas avant un moment. Tout ceci part de la même intention, c'est qu'on soit le recouvreur social de référence et donc le garant que les données sociales véhiculées sont justes pour leur utilisation future. Ça se traduira pour nous de manière très concrète et opérationnelle, évidemment, par des enjeux forts en matière d'accompagnement des employeurs ou des tiers déclarants et par notre capacité à leur délivrer des retours d'informations sur leur qualité déclarative. Parce que, et j'en termine par là avant de passer la parole à mes collègues pour quelques illustrations, parce que le principe reste quand même toujours le même, c'est l'employeur qui déclare. On ne se substituera à lui que quand dans des situations bien particulières, et donc on est bien dans un rôle d'accompagnement et de service, là aussi, pour l'aider à déclarer de manière fiable et juste. Donc, pour illustrer cet axe important, deux exemples, l'un côté entreprise, côté employeur, et l'autre côté particulier employeur pour les droits des salariés adhérents CESU. Et donc, je donne la parole à Corinne pour nous illustrer ce cas côté CESU. Bonjour à tous, merci Vincent. Oui, on avait déjà entamé ce processus en fin de période conventionnelle actuelle puisque on a des liens directs avec la branche maladie pour le droit des salariés CESU et on a entamé un outil qui est indispensable pour les particuliers employeurs qui est la gestion des fins de contrat. Donc on a fait une première étape l'an dernier sur un simulateur pour calculer les bons droits nécessaires, mais on va passer une étape supérieure en 2024 avec un générateur de documents de fin de contrat qui permettent une connexion directe avec Pôle emploi. C'est là où, ce que tu disais Vincent, on est au sens large de la protection sociale en France, bien sûr. Cette fonctionnalité, elle permet de simplifier les démarches administratives, bien entendu, qui incombent aux particuliers employeurs, mais elle permet aussi aux salariés d'obtenir le plus rapidement possible les droits auxquels il peut recourir. Ce service, donc en 2024, il passera par une phase d'expérimentation, comme beaucoup de dispositifs qu'on entreprend avec quelques départements. Et le but, ce sera de fournir aux particuliers employeurs le reçu pour solde de tout compte, le certificat de travail et l'attestation Pôle emploi qui aura été pré-rempli par le service Pôle emploi via le système d'interconnexion des systèmes qui s'appelle l'API.
Et ces documents sont obligatoires dans le cadre du droit du travail à remettre aux salariés. Et donc ainsi, la démarche du particulier employeur est simplifiée. Il n'a plus à créer lui-même sur un espace Pôle emploi, créer un espace pour déclarer lui-même tous les emplois qu'il a fait pour ce salarié-là. Et ça permet l'ouverture du droit au regard du besoin du salarié. Voilà, donc ça c'est début en 2024 pour l'expérimentation, puis on l'espère dès fin 2024 pour la généralisation auprès de tous les particuliers employeurs. Merci Corinne. On enchaîne avec une autre illustration donc côté entreprise et la contribution de notre organisme à ce vaste projet national. Et c'est Elisabeth qui nous en parle avec son micro. Ah oui, j'ai bien mis la caméra, mais pas le micro. Merci Vincent, bonjour à tous. Pour illustrer ce qui a été dit par Vincent sur la fiabilisation des données sociales, on a la chance d'avoir deux personnes, donc Issane Nelly et Sabrina Bionneau, qui sont des collègues de Priva, qui sont depuis 2 ans sur une mission nationale, donc à la direction de programmes conformité des données sociales. Et donc, elles travaillent sur tous les thèmes qui ont été évoquées. Alors, elles travaillent très activement parce que c'est une toute petite équipe, en fait. Et pour le coup, je vais vous donner vraiment des illustrations très rapides des missions qu'elles peuvent avoir. Bon, déjà, de façon, je dirais, depuis le début, elles travaillent sur les contrôles embarqués. Alors, Vincent l'a dit, on a une croissance exponentielle du nombre de contrôles embarqués, puisque si on veut fiabiliser les déclarations, bien entendu, ça passe par une multiplication des contrôles. Et donc, elle travaille depuis maintenant 2 ans sur des contrôles embarqués, sur le fait de les rendre robustes, de les tester, etc., avant de les mettre, de les généraliser. Et puis, comme ça a été dit aussi, vraiment un rôle important pour créer des outils qui accompagneront les cotisants. Alors, accessoirement, qui accompagneront aussi les gestionnaires de compte, puisque les gestionnaires de compte ont accès aux mêmes outils que les cotisants. Donc, l'idée, c'est vraiment, notamment Sabrina et Issane ont travaillé sur la rédaction de fiches qui sont vraiment très pédagogiques, qui sont vraiment à la disposition des cotisants et qui leur expliquent le contrôle, les anomalies, et puis qui leur donnent des pistes de correction des anomalies. Voilà, donc il y a effectivement une fiche qui a été créée pour chaque typologie de contrôle. La deuxième illustration, Vincent en a parlé aussi, et c'est d'actualité, puisque je crois qu'il y a un article dans Canopé sur le montant net social. Alors, voilà, on est toujours sur la même philosophie, vraiment de fiabiliser cette information. Donc, montant net social qui sera sur tous les bulletins de salaire, y compris les nôtres, sur le mois de juillet. Et puis, tous les employeurs ce sera obligatoire pour tous les employeurs de déclarer ce montant net social sur la DSN à partir de janvier 2024. Voilà. Et la finalité de tout ça, ça a été très bien dit, c'est vraiment d'éviter le non-recours à certaines prestations et que ce soit extrêmement facile pour les salariés parce qu'ils auront juste à relever le montant sur leur bulletin de paye, notamment pour faire valoir leurs droits dans un premier temps, notamment auprès des CAF. Pour les allocataires du RSA et de la prime d'activité. Et là, le rôle de l'URSSAF est extrêmement important parce qu'on sera chargé, alors là aussi avec la mise en place de nouveaux contrôles, vraiment de fiabiliser ce montant net social pour être sûr qu'il soit bien exact et qu'il soit cohérent par rapport aux autres données de la DSN. Donc là aussi, les cotisants auront éventuellement des anomalies qui remonteront s'il y a des incohérences avec les autres données. Et la finalité ultime, c'est qu'effectivement, les salariés aient leurs droits ouverts de façon correcte. Et puis, dernier exemple très rapidement, alors là, pour le coup, ça demande encore beaucoup de travail parce que c'est quand même une petite révolution. C'est la DSN de substitution avec un horizon en 2025. Là aussi, nos 2 collègues travaillent activement sur le sujet. Et l'idée, alors, c'est que vraiment, on est bien toujours sur du déclaratif pour les employeurs. Mais là, c'est une petite entorse au déclaratif finalement, puisque l'idée, c'est, après une itération importante avec le cotisant, c'est de signaler effectivement les anomalies au cotisant, de lui demander de les corriger. Et après,
itération qui peut durer 1 an, hein, on est bien d'accord, ça ne se fait pas là tout de suite, de se substituer aux cotisants et d'émettre une DSN en lieu et place du cotisant pour finalement que les droits des cotisants soient fiabilisés. Voilà, avec potentiellement à la clé un recouvrement de cotisation si ça génère un débit complémentaire. Voilà, donc c'est quand même un chantier, encore une fois, assez important et un petit peu en rupture par rapport à ce qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Donc voilà, ces 3 exemples vraiment pour illustrer la large contribution déjà de l'URA à cette conformité des données sociales, hein, par cette mission nationale, et puis le très grand intérêt pour notre caisse hein, d'avoir ces 2 personnes, parce que pour les équipes de l'ADE, c'est vraiment très précieux d'avoir l'accompagnement d'Issane et de Sabrina quand on en a besoin sur ces sujets qui ne sont pas forcément toujours très simples. Merci. Merci Elisabeth pour ces illustrations très précises. Et du coup, là encore, on va vous questionner. Du coup, pour vous, qu'est-ce que, suite à cette présentation, à ces exemples concrets, qu'est-ce que la sécurisation des données pour vous? Est-ce que ça représente vraiment un changement de position d'URSSAF? Est-ce que vous pensez que c'est plutôt un projet parmi d'autres? Est-ce qu'on prend une forme de risque en étant ainsi plus en prise de main sur les données, ou est-ce que ça reste nébuleux? Parce que c'est vrai que, comme on l'a vu, ce sont des sujets assez complexes et on a beau avoir des spécialistes qui nous les présentent, ça reste des sujets très techniques. Dites-nous un peu vous ce que vous en pensez, et je crois que le résultat est sans appel, c'est un vrai changement de positionnement pour l'URSSAF, et en ça vous rejoignez ce qui est un des fondements de notre COJ, donc je crois qu'on est tous bien dans la même logique. Une 3e ambition qui est elle aussi riche et dense, Vincent, celle de la performance du recouvrement amiable et forcé et de l'accompagnement des entreprises. Je te rends la parole. Oui, merci Hélène. En effet, cette ambition 3, je pourrais dire en préambule que c'est finalement peut-être là où on retrouve une mission cœur d'activité, une mission traditionnelle du réseau des URSSAF, mais qui se trouve d'une part réaffirmée hein, très clairement par les pouvoirs publics, hein, et donc dans notre rôle, avec quand même 2 orientations majeures, qui est davantage de moyens, Frédéric l'a dit en préambule, pour la lutte contre la fraude, et également une approche du recouvrement qui soit, j'allais dire, peut-être plus tournée vers de l'accompagnement et une forme d'adaptation et de personnalisation aux diverses situations que les entreprises ou les entrepreneurs peuvent rencontrer. Je vais brosser très rapidement, puisqu'on est un petit peu tenu par le temps, pour dire qu'il y a donc 4 dimensions classiques. Une dimension autour du contrôle, hein, le contrôle comptable d'assiette, qui vient d'ailleurs désormais en complémentarité de la fiabilisation des données sociales telles qu'on en a parlé juste avant, et qui du coup va se traduire dans la prochaine période conventionnelle par des ciblages plus fins vers des entreprises à risque ou des pratiques qui sont considérées comme étant avec un risque élevé d'erreur, voire de fraude. J'allais dire, des modalités de contrôle comptable d'assiette qui vont nécessiter une ingénierie aussi préparatoire plus fine pour aller là où la fiabilisation ne sera pas passée et où là on a potentiellement détection d'enjeux financiers et de redressement importants et de remise aussi dans la bonne pratique des entreprises. Le deuxième dimension, c'est le recouvrement amiable et forcé. Ça a été dit en préambule, hein, cette COJ, elle s'inscrit quand même dans une sortie de crise majeure qui est celle de la crise Covid, avec évidemment en premier élément la nécessité de recouvrer les sommes qui ont été reportées pendant la crise Covid. À titre d'illustration, les plans d'appurement tels qu'ils avaient été mis en place maintenant il y a plus de 2 ans représentent encore plus de 230 millions d'euros, hein, 65 millions côté employeur, 178 millions côté travailleurs indépendants. Et si on observe la dette globale hein, de l'URSSAF, enfin des cotisants vis-à-vis de l'URSSAF Rhône-Alpes, c'est quasiment 2 milliards d'euros. Donc on voit que l'enjeu du recouvrement est toujours là et qu'il se doit évidemment d'être toujours dynamique et fort,
avec cette approche plus personnalisée pour traiter les situations de la manière la plus fine possible afin de trouver les réponses adaptées dans une logique, comme on le dit en bon français, de compliance, c'est-à-dire de capacité à expliquer ce que doit le cotisant pour que celui-ci soit plus enclin à payer les dettes et les sommes qu'il nous doit. La troisième dimension dans cet axe, c'est celle de la sécurisation juridique des entreprises, mais aussi des entrepreneurs. Là, c'est l'enjeu de faire comprendre la règle, parce que celle-ci est souvent quand même complexe à nos usagers, mais aussi d'avoir là encore une approche plus souple, plus flexible, notamment dans la gestion des litiges, au stade amiable ou au stade du contentieux. C'est ce qu'on appelle les modes alternatifs de règlement des litiges que l'on a en Rhône-Alpes commencé à promouvoir il y a déjà quelques années et qui se poursuivent aujourd'hui. Enfin, je l'ai dit en préambule, l'axe fort qui ressort et pour lequel des ressources supplémentaires sont allouées, c'est celui de la lutte contre la fraude. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire mieux couvrir le risque avec donc davantage de ressources, du ciblage là aussi plus développé avec les techniques dites de data mining, mais également des thématiques nouvelles à investiguer autour des plateformes, notamment de livraison, mais également autour des sujets de la mobilité internationale ou des prestations de services internationales. Figure aussi dans cet axe tout l'enjeu du partage de l'information avec d'autres administrations et notamment les services fiscaux. Illustration très concrète, j'allais dire, de ce que l'on fait déjà en Rhône-Alpes à l'appui maintenant de ces orientations. Eh bien, tout d'abord, on peut commencer avec l'exemple au contrôle et je transmets la parole à Maxime. Oui, merci Vincent, bonjour à toutes et à tous. Donc, en Rhône-Alpes, on a fait le choix d'une spécialisation de contrôleur du recouvrement sur la LCTI. Cette spécialisation est effective depuis 2022 et on a une équipe de 4 contrôleurs, avec un des objectifs qui était de renforcer aussi la couverture du contrôle, par exemple, des micro-entrepreneurs. Peut-être juste quelques spécificités, les contrôleurs LCTI sont en capacité de rédiger donc des PV, des procès-verbaux de travail dissimulés, et ils ont un champ qui recouvre à la fois l'exploitation de procès-verbaux de partenaires, et ils sont également en capacité aussi de faire des investigations sur des TI ou ME ciblés. Les résultats aujourd'hui, donc sur 2022, on va prendre les 6 derniers mois qui sont les plus significatifs de montée en compétences sur ces champs. On est sur des résultats à 1 million d'euros de redressement, donc sur les 32 millions de redressement pour l'année dernière, c'est significatif. C'est 1 million qui sont principalement tirés par l'exploitation de PV partenaires, les investigations ciblées étant un peu plus en retrait parce qu'il y avait justement des PV qui étaient à traiter. La situation change pour 2023. Les ambitions en matière de redressement vont augmenter. On va être plutôt sur 2 millions de redressements et qui seront cette fois tirés davantage par les investigations ciblées puisque on n'a plus beaucoup de PV partenaires tout simplement à exploiter. Voilà. Merci Maxime. Deuxième illustration qui vient, j'allais dire, au portage de ces axes de la Convention d'objectifs et de gestion, c'est celui du recouvrement côté lutte contre le travail illégal et notamment la mobilisation un peu en avance de phase par rapport au reste du réseau de nos commissaires de justice. Et donc, je transmets le relais à Laurence qui vient de nous rejoindre, donc qui va tout de suite prendre la main. Merci beaucoup Vincent. Oui, d'abord, désolée de vous rejoindre que maintenant, mais nous étions 3 à être retenus par une visio avec la DIREC. Voilà, donc alors, au niveau de la direction du recouvrement, nous avons d'ores et déjà engagé la spécialisation de certains commissaires de justice sur le recouvrement LCTI. Juste un mot en introduction pour rappeler que la COJ prévoit d'accroître la performance du recouvrement des créances frauduleuses, c'est même l'engagement numéro 5, et cet engagement prévoit la mise en œuvre du recours à un huissier centralisateur. Alors, quelques chiffres très rapidement pour rappeler à quoi correspond le recouvrement des créances LCTI. Un peu plus de 6 millions d'euros ont été recouvrés en 2022 au titre de la LCTI.
Et l'objectif 2023 est fixé à 6,9 millions, c'est-à-dire presque 7 millions. Donc, l'enjeu est extrêmement important. Il faut qu'on mette toutes les chances de notre côté pour atteindre cet objectif. Le recouvrement LCTI, ça concerne actuellement un petit peu moins de 1500 dossiers. Des dossiers parfois anciens sur lesquels on continue du recouvrement, des dossiers avec des délais, par exemple. Voilà. Donc, c'est quand même un total de 1500 dossiers en cours. Donc, la direction du recouvrement a décidé en avance de phase dès le printemps 2023 de spécialiser une étude de commissaire de justice par département. Puisque le recouvrement LCTI fait appel à des procédures spécifiques, les saisies conservatoires sans autorisation du GEX en particulier, et des procédures qui nécessitent des connaissances et des savoir-faire spécifiques. Donc, le projet a été présenté au commissaire de justice lors d'un webinaire le 6 avril. Toutes les études qui avaient la double compétence employeur et artisan commerçant, c'était une condition prévue, ont reçu un questionnaire leur permettant de candidater. 19 études l'ont fait, ont candidaté, et nous en avons sélectionné 8, c'est-à-dire une étude de commissaire de justice par département. Donc, concrètement, nous sommes en train d'élaborer en lien avec le CRV2 un automate qui permettra d'imposer le commissaire de justice spécialisé dès la création du débit LCTI sur les comptes, tous les débits du compte plus les comptes annexes qui seront gérés par le commissaire spécialisé. La mise en place effective de cette spécialisation va se faire au 1er août, sans effet rétroactif toutefois pour les débits existants. Ça serait beaucoup trop compliqué. Donc, on aura pendant quelque temps l'ensemble des huissiers qui continuera, des commissaires à instrumenter, et puis les commissaires spécialisés désormais pour l'avenir. Et un webinaire spécifique va être organisé au mois de juillet avec les commissaires de justice qui ont été retenus pour être spécialisés sur cette activité. Merci beaucoup Laurence pour cet exemple concret. Et autre illustration, toujours dans cette coge, autour des sujets de sécurisation juridique et de la dématérialisation, ce qui est une vraie innovation aux côtés du monde du droit. Et c'est Emmanuelle qui nous le montre. Oui, bonjour à tous. Eh bien, oui, en préalable de l'ambition de performance juridique, de la sécurisation juridique, la direction des affaires juridiques a initié une démarche de dématérialisation. Effectivement, c'est assez novateur dans le monde du droit. Il y a tout juste un an, on a initié le passage sous DocaPost de l'envoi des notifications CERA, alors totalement dématérialisé de fait. Et puis, depuis septembre de l'année dernière, ce sont les documents hors script, je précise, du segment TI qui ont intégré l'outil DocaPost. Un exemple très concret, c'est l'envoi des conclusions qui maintenant se fait de cette manière-là. Pour aller un peu plus loin dans la démarche de dématérialisation, on avait un besoin d'être accompagné et puis du coup, on a intégré un atelier d'optimisation qui est animé par les auditeurs de l'URSSAF et qui a impliqué des acteurs du pôle régional d'instruction des litiges segment employeur, représentant l'ensemble de leurs collègues. Il y avait un collègue du FED et un collègue du service informatique qui a permis donc d'aller dans le fond de cet objectif de dématérialisation et d'aboutir à des actions concrètes qu'on met actuellement en place pour faciliter le travail des juristes sur des dossiers numériques à présent. Donc, ça peut passer par des simples rappels, des bonnes pratiques d'utilisation de la JET, de la WAT, à l'adoption d'outils qui permettent justement de travailler plus facilement sur des documents qui sont maintenant sur écran. Il y a plusieurs objectifs derrière cette dématérialisation. C'est simplifier, harmoniser les pratiques, réduire les délais, sécuriser la gestion des dossiers et, in fine, c'est sécuriser le cotisant. Ça nous prépare aussi aux travaux que la Caisse nationale a menés avec le ministère de la Justice et qui visent justement à accélérer la dématérialisation des échanges avec les juridictions. Merci Emmanuelle. Alors, on avait quelques questions recensées avant le séminaire, donc on va les insérer là parce qu'elles se raccrochent à cette ambition. On en avait tout d'abord une sur le taux de récupération des créances, des créances TI à 1 an en montant, avec un indicateur qui est fixé à 60% en 2024 dans le projet de COJ et une volonté de savoir s'il est bien validé comme ça en état, avec une question sur comment on va y arriver. Est-ce que Guillemette, c'est à toi que je donne la parole, du coup, à Vincent ?
C'est pour moi celle-ci. Pour toi, Vincent, autant pour moi. Alors, c'est une très bonne question sur laquelle la réponse est encore, j'allais dire, un petit peu incertaine. Cet objectif, il est fixé dans la COG et donc il va devoir être décliné organisme par organisme. Mais comme c'est bien indiqué dans la question, l'objectif, il porte en 2024 pour une raison assez logique, c'est que le recouvrement, et notamment le recouvrement forcé, notamment pour les travailleurs indépendants, a démarré véritablement en 2023, mais également pour la plupart des entreprises. Et donc, la chaîne du recouvrement dans sa totalité est vraiment effective que depuis cette année. Et donc, je pense que la Caisse nationale va faire une mesure plutôt à la fin de l'année 2023 pour nous fixer des jalons à compter de 2024, 2025 et ainsi de suite, et donc pouvoir remplir cet objectif de COG avec probablement des taux qui seront personnalisés par organisme. Micro, Hélène. Merci Vincent. Et du coup, la deuxième question est pour Guillemette. C'est là que je me suis emmêlé les pinceaux. Une question, Guillemette, sur le dispositif d'interruption du recouvrement TI en difficulté. Avec en quoi va consister ce dispositif? Cela n'est-il pas en contradiction avec l'objectif de recouvrement à 1 an sur les TI? Non, alors en fait, il faut préciser un petit peu. C'est pas exactement une interruption en fait du recouvrement. On est plus sur une différenciation en fait du rythme et des procédures de recouvrement. L'idée, c'est de dire, par exemple, sur des travailleurs indépendants qui sont multi-débiteurs, on va pouvoir accélérer la transmission des titres aux huissiers en se disant, bah, tel indépendant, il est mauvais payeur, pour faire clair, donc on va enclencher le recouvrement forcé de façon plus rapide. En revanche, sur des indépendants qui sont en situation de fragilité, de difficulté, de précarité au sens large, à ce moment-là, on va avoir la possibilité, à contrario du premier cas, de ralentir en fait la mise en œuvre du recouvrement forcé, donc d'être plus proactif sur l'amiable, de faire durer l'amiable plus longtemps pour mettre en place des procédures d'accompagnement et arriver à une politique de forcé que si on y est réellement contraint. Donc, voilà ce qui est dans la COG, ce qui est explicité. Ça, ce ne sera pas avant 2024. Donc, on a encore effectivement un petit peu de... On attend encore de savoir comment tout ça va se matérialiser, mais l'idée est de jouer sur les délais de l'amiable et les délais du forcé, soit sur des mauvais payeurs, soit au contraire sur des situations plus compliquées. Merci Guillemette, et je crois que Marion a eu les précisions qu'elle attendait, donc c'est parfait. Et du coup, Aline, Pascal, on enchaîne sur l'ambition 4? Yes, c'est moi qui commence. Je crois, Pascal, que tu commences. L'ambition 4, une organisation solidaire et responsable. La continuité dans la performance de l'activité. Donc, je pense que vous l'avez compris, nous sommes de plus en plus attendus en tant que garant du financement de la protection sociale pour tous. Cela entraîne derrière, je parle de la trésorerie après, de garantir en tout cas la bonne répartition des fonds que nous encaissons et le reversement donc, des sommes dues à nos près de 900 attributaires. Et ils sont de plus en plus à nous challenger sur le versement à bon droit des sommes qui leur sont dues. Et donc nous sommes attendus là-dessus. Nous sommes attendus aussi sur la manipulation de nos données, parce que nous avons des gisements de données. Vous allez entendre sûrement parler à un moment du big data. On va avoir l'évolution de nos systèmes d'information. Cette COG redonne beaucoup de moyens au niveau de la DSI, en tout cas sur la capacité à rénover nos SI. Et donc, contrecarrer la dette technique, on a eu des premières étapes le week-end dernier, donc avec cette migration Oracle Postgre qui nous ouvre de nouvelles perspectives. Je parlerai aussi de la maîtrise d'activité au nom d'Émilie. On va revoir aussi notre cartographie des risques. Sigma en est la première étape, donc l'ONMR qui est remplacé par Sigma cette année. C'est vrai que ça fait beaucoup de changements parce qu'à la fois on change d'outils de restitution et aussi de conception de notre cartographie des risques et de nos processus. Mais on est déjà engagé à l'URSSAF-Rhône-Alpes, en tout cas depuis longtemps, sur l'amélioration de notre performance. Et je finirai sur un mot, on doit aussi sur la cybersécurité. C'est un contexte politique qui est de plus en plus compliqué. Nous sommes menacés en tant que
fournisseur quand même de plus de 600 milliards d'euros. Donc nous sommes dans le viseur de cyberattaques. Le CESU a été ce printemps attaqué à de multiples reprises. Vous ne vous en rendez pas compte, mais tous les jours nous subissons des attaques de l'extérieur. Et nous sommes donc en tant que branche responsables pour à la fois parer au mieux les attaques, sachant qu'on attaque il y aura et grande attaque il y aura, hein, ce n'est pas le si, c'est le quand. Donc nous devons nous préparer à ça et nous devons nous préparer notamment aussi à la résilience, c'est-à-dire que PCA il y aura, mais il y aura aussi reprise de l'activité. Et ça, il faut bien se le mettre en tête et je vous enjoins tous, il va y avoir un PIX qui sort sur la cybersécurité là, cet été, de le suivre, de le faire suivre à vos équipes, car même à titre personnel, ça vous donnera de bonnes pistes pour essayer de vous protéger au maximum. Et dans ce cadre-là, la trésorerie est quand même celui qui devra, l'activité qui devra reprendre en premier, hein, puisqu'il faudra verser les fonds hein, pour qu'on puisse payer les prestations sociales. Et à ce titre, au niveau de Rhône-Alpes, Robin Deschaux-Blanc, notre premier fondé de pouvoir, participe à un groupe national sur le PCA Trésorerie qui va aussi aborder les sujets de reprise d'activité. Et je cède la parole à Aline. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Oui, je vais continuer un petit peu sur des problématiques purement de gestion interne, mais vous voyez bien aussi que la manière dont on va gérer en interne nos organisations, nos ressources, nos moyens, concourt bien entendu à chacune des ambitions qui vous ont été présentées depuis le début du webinaire. Alors bien entendu, vous l'avez compris, toutes les évolutions qui ont été présentées vont nécessiter des accompagnements parce qu'elles vont probablement générer des évolutions des métiers, des évolutions des organisations et tous ces éléments, bien entendu, feront l'objet de travaux qui associeront, bien entendu, les fonctions ressources et les fonctions métiers tout au long de cette COG. Et puis, un élément quand même qui mérite d'être souligné dans le cadre de cette convention d'objectifs et de gestion, c'est la place particulièrement importante que va jouer la RSO, donc la responsabilité sociétale des organisations. Alors concrètement, la RSO, c'est comment nous, en tant qu'organisation, en tant qu'entreprise, en tant qu'URSSAF, nous contribuons finalement au développement durable. Et l'idée, c'est bien que la plupart de nos actions, de nos politiques, finalement, intègrent cette dimension RSO, à tel point qu'un schéma directeur RSO est associé à cette convention d'objectifs et de gestion, au même titre d'ailleurs qu'un schéma directeur RH y est associé. Peut-être je vais très rapidement vous citer les 4 axes principaux associés à la responsabilité sociale des organisations, qui ont un lien d'ailleurs étroit pour certains d'entre eux avec le schéma directeur RH qui, bien entendu, est particulièrement important. Premièrement, et je fais le lien avec ce qu'évoquait Pascal il y a quelques minutes, la nécessité de maintenir ou de définir des processus totalement sécurisés pour assurer finalement de manière responsable nos missions de service public. Donc la sécurisation, ça passe par les problématiques de l'éthique, de la cybersécurité, par la protection des données et aussi par notamment des achats responsables qui sont des choses qu'il va falloir largement développer au cours de la période. En lien avec notamment l'ambition 1 qui a été citée tout à l'heure, on a un deuxième axe de notre schéma directeur RSO qui vise à concourir à la qualité et à la durabilité de la relation avec l'usager. Et là, on va faire le lien effectivement avec les directions métiers, les fonctions métiers, tout simplement parce que vous avez bien compris que l'usager est une partie prenante essentielle de notre démarche RSO. Le troisième axe vise à agir de manière responsable, notamment dans les choix que nous ferons en matière de gestion des ressources humaines, avec toutes les problématiques d'attractivité, de fidélisation, de dialogue social, de diversité et d'inclusion, et enfin de santé, sécurité et QVT qui sont les axes forts du schéma directeur RH. Et enfin, nous devrons réduire notre empreinte environnementale avec concrètement, pour chacune des URSSAF, chacun des membres du réseau, une nécessité de réduire notre consommation d'énergie de 25% sur l'ensemble de cette période de 5 ans. On va peut-être passer à des présentations concrètes, effectivement, de ces principes au niveau local avec Hélène, c'est inédit sur les projets immobiliers.
Oui, je me fais le porte-parole de Christine Robillon qui va reprendre tous ces sujets à partir de lundi. Donc, je me transforme pour vous faire un court point sur les enjeux de la politique immobilière dans cette COG. Ils sont au nombre de 3. Vincent l'a cité tout à l'heure, évidemment, maintenir la présence territoriale dans les départements, mais également envisager une adaptation des surfaces en tenant compte de l'évolution de nos besoins et des nouveaux usages des espaces de travail. C'est un sujet qu'on avait déjà abordé avec vous en live. Et puis évidemment, en lien très fort avec ce que vient de vous présenter Aline, relever le défi de la performance énergétique qui est un enjeu de tous les services publics aujourd'hui. Alors au sein de l'URSSAF, on a vraiment plusieurs projets qui sont d'ailleurs pour certains déjà entamés, qui se déploient dans les prochaines années du CPG et de la COG. On a ce qu'on a déjà cité tout à l'heure, c'est le déménagement des équipes stéphanoises au plus tard fin 2025 et leur regroupement dans un seul bâtiment qui sera donc le 5e élément, puisque c'est son nom. Mais on a également d'autres choses, le déménagement des équipes des sites de Roanne, de Vienne et de Villefranche qui vont s'installer dans des locaux partagés des CEPAM de ces sites. Et puis enfin, la poursuite de l'aménagement des nouveaux environnements de travail, bien sûr, sur ces sites, mais également dans d'autres sites de l'URSSAF, dans une perspective d'investissement durable. Merci beaucoup, Hélène. Par ailleurs, nous avons formulé une proposition dans le cadre de la préparation de notre CPG concernant une action innovante sur la maîtrise de notre empreinte carbone qui a été retenue par la Caisse nationale. Et donc, nous aurons l'occasion de travailler particulièrement sur ce sujet au cours des prochaines années. Alors d'abord, en travaillant de manière très précise et fiable, ce qui n'a pas pu être le cas jusqu'à maintenant, sur la mesure de notre empreinte carbone. Donc, je suis en mesure de vous dire que normalement, nous devrions connaître finalement notre empreinte carbone probablement à l'automne 2023, empreinte carbone calculée, élaborée à la fin de l'année 2022. Et que grâce aux résultats de ces mesures, nous allons essayer de déterminer ensemble les différents leviers d'action sur lesquels nous pourrions agir ensemble au cours des prochaines années. Et l'idée, c'est un peu inédit, c'est d'essayer d'intégrer ce critère finalement de nos émissions de gaz à effet de serre dans nos actions, dans nos politiques et dans nos projets, qu'ils soient stratégiques ou opérationnels. Donc, ça veut dire que notre empreinte carbone, les conséquences de nos actions en matière d'empreinte carbone pourraient devenir un critère de décision et d'aide à la décision au cours des prochaines années. La Caisse nationale est très intéressée par l'expérimentation que nous pourrions faire en la matière, et tout ça va passer bien entendu par toute une démarche de sensibilisation et d'acculturation des différents publics de l'URSSAF à cette problématique de l'empreinte carbone, considérant d'ailleurs qu'on sensibilisera ou on formera certains publics différemment d'autres. On ne forme pas les gestionnaires locaux de patrimoine comme le gestionnaire de compte en matière d'empreinte carbone, et donc nous allons adapter notre sensibilisation et notre acculturation aux différents publics. Merci Aline, et je crois que Robin va nous parler des travaux d'amélioration de la performance de la trésorerie. Tout à fait, merci Hélène. Bonjour à tous. Alors, pour vous parler de trésorerie, je suis obligé de parler un tout petit peu de la mission et du cœur de mission, parce que tout à l'heure, on vous parlait du cœur de métier en parlant du recouvrement. Là, on est sur le cœur de mission en fait, des URSSAF, et notamment de la Caisse nationale. La trésorerie, c'est ça, le cœur de mission de la direction financière de la Caisse nationale, c'est d'assurer chaque jour le financement des dépenses de protection sociale. Et ce, quoi qu'il en coûte. Pourquoi quoi qu'il en coûte, selon la formule consacrée? Parce qu'il y a des risques, parce qu'elle vous en parlait tout à l'heure, il y a des risques conjoncturels. On en a connu un avec la crise Covid qui a pu mettre à mal notre modèle, mais on s'en est sorti, on a réussi à tout financer dans les temps. Il peut y avoir d'autres risques qui interviennent, donc ce sont vraiment des risques conjoncturels, et on est en train de travailler dessus sur des capacités de financement à plus long terme. Il y a aussi des risques structurels. Les risques structurels, et là on est premièrement concerné en URSSAF Rhône-Alpes, c'est comment on garantit qu'on a l'argent sur les comptes en bon temps au niveau de la Caisse nationale, et comment on optimise la gestion de notre trésorerie.
Donc ça, c'est l'indicateur de qualité de vidage qui est en fait compris de 2 sous-indicateurs. La qualité de nos prévisions, c'est-à-dire que chaque jour, le pôle trésorerie fait des prévisions de vidage, donc des prévisions d'encaissement à la Caisse nationale avant 16 heures. Et le lendemain, la gestion de la qualité des soldes, c'est-à-dire qu'on va vider le plus possible, le plus proche possible de zéro, donc mettre nos comptes le plus proche possible de zéro sans être en dessous de zéro, puisque sinon on paierait des agios. Et pourquoi on fait ça? Parce que la différence entre les dépenses faites par la direction financière de l'URSSAF Caisse nationale chaque jour, entre les dépenses prévues et les prévisions, se finance sur les marchés. Et on a donc des travaux d'amélioration et une performance encore plus accrue qui est exigée. Pourquoi? Parce que vous le savez, on est en période inflationniste et on est également en période d'augmentation des taux d'intérêt, donc le coût de l'emprunt est plus élevé. Qui dit coût de l'emprunt plus élevé, dit que pour se financer auprès des marchés, ça nous coûte plus cher. Donc il en va de la bonne gestion de nos comptes, d'être le plus performant possible. Merci Robin. Alors, on a été un petit peu plus long que prévu, mais vous le voyez, c'est dense et on avait vraiment envie d'être concret, donc ça prend un peu plus de temps, ça permet qu'on intervienne quasiment tous devant vous, ce qui était aussi l'objectif. Frédéric, je vais te rendre la parole pour peut-être si on a 5 points à retenir, qu'est-ce qu'on peut dire de cette COG et des spécificités pour notre organisme. Alors, merci Hélène. Donc, je vais essayer de conclure et puis de vous redonner un petit aperçu du calendrier à venir sur le CPG. Donc, s'il y avait 5 points à retenir, vous l'avez noté, une COG qui est axée beaucoup sur la relation de service. Deuxième élément important, à la fois accompagner la sortie de crise, donc en obtenant le remboursement des sommes dues. Donc ça, c'est le retour à notre métier classique d'URSSAF, mais on nous demande aussi d'accompagner davantage les entreprises en difficulté. Et là, c'est qu'est-ce qu'on a capitalisé sur la crise, pendant la période de crise, comment on a appris à être peut-être plus proactif vis-à-vis des entreprises en difficulté. Troisième élément important, c'est pour moi un des éléments essentiels, je crois, de cette nouvelle COG, mais j'imagine que ce n'est pas que pour moi, c'est la fiabilisation des données sociales déclarées par les employeurs. On y reviendra peut-être une autre fois, mais c'est aussi grâce à ça même si on l'a un peu évoqué tout à l'heure, qu'on va pouvoir développer les prestations à la source et nous remettre au cœur du système social, que si les gens paient des cotisations, c'est bien pour qu'on puisse verser des prestations à tout le monde le plus rapidement possible et de la manière la plus fiable. Quatrième élément, renforcer notre présence et notre efficacité dans la lutte contre la fraude. Je n'y reviens pas, un renforcement des moyens du contrôle, du data mining et autres. Et puis, dernier élément, sur la RSO et notamment notre impact environnemental. Donc ça, c'était pour la COG. Si je fais le même exercice pour le CPG, donc bien entendu, en tant qu'URSSAF Rhône-Alpes, nous avons à mettre en œuvre les 5, tout ce qui est prévu dans la COG et donc toutes les orientations indiquées précédemment. Là, il s'agit de revenir sur ce qui peut nous être plus spécifique. Le premier point important, même si bien sûr on aurait toujours souhaité que ce soit davantage, réinsister sur le fait qu'on a des moyens humains et financiers qui sont consolidés sur cette COG. Vraiment, moi, je ne crois pas avoir déjà vu ça, ou pas à cette ampleur, ou en tout cas pas depuis très longtemps. Pas de suppression de postes pour aucun organisme, et nous, des créations nettes de postes sur cette COG. 2 projets innovants qui sont retenus par le national. Donc, Aline vous a parlé de la mesure de l'empreinte carbone. Et puis, du côté des travailleurs indépendants, Guillemette a souhaité proposer la mise en place, un test d'une approche populationnelle. Alors, comme ça se fait dans les caisses d'allocation familiale, l'idée d'essayer d'identifier des moments clés dans la vie des travailleurs indépendants pour qu'on puisse lui apporter à chacun de ces moments la réponse la plus adaptée possible. Donc, c'est vraiment là aussi le aller vers. Troisième élément, des objectifs ambitieux pour nos activités mutualisées. Je ne vous reparle pas du CESU, mais aussi les autres activités mutualisées. Autre élément important, je vous disais sur la partie COG, il y en a un qui me semblait essentiel, c'est la fiabilisation des données sociales. Alors, on retrouve ici, là, sur le 4e élément, un point qui me paraît essentiel pour notre CPG, même si bien sûr il est dans la COG, c'est le middle office.
J'ai été incomplète tout à l'heure, j'ai voulu tester votre activité. Alors, j'ai pas vu de questions. Alors, ou vous m'avez pas écouté ou ça vous a pas perturbé. On va dire que c'est le deuxième point. Sur le middle office, il y a déjà des cellules de middle office avant même l'expérimentation qui va se dérouler au sein du service des travailleurs frontaliers. Il y a un middle office, vous le savez, côté TI pour les créateurs et côté DE pour la première embauche. Pour autant, ces middle office qui répondaient plus en fait à une offre, comment on répond à des offres de services spécifiques, ils ont été mis en place avant qu'on ait la définition actuelle du middle office. Donc, ils vont être à ajuster pour pouvoir convenir au middle office correspondre, pardon, au middle office tel qu'il est décrit dans la nouvelle COG, mais sont bien sûr des expérimentations, c'est plus des expérimentations, en tout cas des fonctionnements sur lesquels on va se baser pour mettre en place notre trajectoire de déploiement du middle office. Et dernier élément, c'est les projets immobiliers d'envergure, mais Aline vous en a déjà un petit peu parlé. Et un petit coup d'œil, oui, on peut faire le sondage maintenant. Allez, on voulait juste vous demander, à l'issue de cette présentation, si vous deviez nous dire un ou plusieurs mots pour qu'on fasse un nuage de mots sur votre ressenti sur cette COG et ce CPG, pour qu'on puisse avoir notre nuage de mots maintenant et puis peut-être on pourra le comparer avec au fil des années pour voir comment on évolue. Donc n'hésitez pas à nous mettre un mot et puis à envoyer vos mots. On va vous laisser le temps de le faire et pendant ce temps-là, Frédéric, si tu veux nous donner quelques éléments de calendrier par rapport aux prochaines étapes. Oui, je voulais simplement du coup vous rappeler ce calendrier qui s'affiche sur votre écran. Donc la COG, elle est passée en conseil d'administration de la Caisse nationale au mois de mai, donc elle a été signée au niveau national. Ensuite, nous avons avec la Caisse nationale négocié, en tout cas discuté, parce que la négociation n'est pas forcément simple, mais discuté de notre CPG au cours du mois de juin. Le 11 juillet, nous réunissons le CSE dans une séance habituelle, mais nous leur présenterons le contenu du CPG. On vous a donné certaines informations qui sont dans ce document aujourd'hui parce que le document a été envoyé au CSE cette semaine. Le 24 août, le CSE donnera son avis et ensuite, puisqu'on a besoin de l'avis du CSE avant de le passer au conseil de l'URSSAF, le 29 août, le conseil de l'URSSAF Rhône-Alpes se prononcera pour autoriser, je l'espère, et si les votes se déroulent comme au national, ça devrait être le cas, la signature par le président du CPG de l'URSSAF Rhône-Alpes, en plus de ma signature à moi, mais pour laquelle je n'ai pas besoin de mandat du conseil. Si tout va bien, donc signature dans les jours qui suivent. Et puis ensuite, il faudra mettre en œuvre ce CPG sur les 5 ans, même si un certain nombre de choses sont déjà connues depuis déjà quelques mois. Et on organisera un webinaire pour l'ensemble des salariés de l'URA pour leur présenter ce CPG, les axes de la COG. Voilà, j'ai terminé. Merci Frédéric. Alors, si je regarde bien déjà, merci beaucoup parce que vous êtes très nombreux à répondre au sondage, donc c'est très intéressant. Une COG ambitieuse pour vous, avec de l'accompagnement, des services, sûrement des défis, du recrutement, donc ça bouge un peu. On a de l'impatience pour y aller, de la relation, donc des mots qui illustrent bien, en tout cas, ce qu'on peut déjà imaginer. Merci beaucoup, on va les garder, puis on pourra voir dans quelques mois si ça nous parle toujours. Je n'ai vu aucune main levée ni aucune autre question dans le fil de discussion. Je vais juste vous dire si, comme ça s'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer, il aura le temps de le faire. Vous dire qu'on va vous mettre à disposition, dans l'Yammer Manager en début de semaine prochaine, un questionnaire à froid pour savoir ce que vous avez pensé de ce webinaire. On a vraiment voulu qu'il soit à la fois complet, synthétique et concret. Donc, on a dépassé un peu le temps qu'on vous avait annoncé, mais votre retour nous sera utile pour calibrer les prochains exercices et voir si ça répond à vos besoins. Et je crois qu'on a préparé aussi à chaud un petit questionnaire pour savoir immédiatement ce que vous en pensez. Et du coup, le Forms apparaît à l'écran, c'est magique. Merci à toute l'équipe com qui s'adapte à nos demandes. Donc voilà, n'hésitez pas à le compléter tout de suite et puis aussi à compléter en début de semaine prochaine. Je pense qu'il sera un petit peu plus fouillé. En tout cas, s'il n'y a pas de questions, je crois qu'on a tous été très contents de passer ce moment avec vous et on remercie
tous ceux qui se sont connectés et qui sont restés avec nous jusqu'à cette heure un petit peu en décalage avec ce qu'on avait annoncé. Merci Hélène. Moi, je vois les applaudissements. Dans la question, moi, je vois des smileys qui ont tous la même tête, mais c'est peut-être chez moi que ça s'affiche pas correctement. C'est une échelle de choix. C'est ça. C'est une échelle. C'est moi qui n'ai pas compris comment ça marchait. Alors voilà. J'ai pensé comme toi, Frédéric. J'ai pensé comme toi. Bon, c'est un test en C'est réel. juste Alors, l'analyse. Ouais. Et nous avons une main levée. Ah, ben super. Alors, qui a levé la main? La personne qui a levé la main, prenez la parole, je vous en prie. Alors, Ludivine. Oui, Ludivine Rutigliano. Oui. Allez-y. Non, pardon, excusez-moi, c'était une erreur. Je voulais réagir à côté. Je me suis trompée de bouton. Alors, allez, pas de souci. Eh bien, du coup, je ne sais pas si on a les résultats tout de suite du sondage ou pas. Si on les voit ou pas. Comme personne ne me répond, j'imagine que non. Du coup, je vous remercie tous. On vous enverra les résultats du sondage et puis il y aura le sondage à froid. On les voit. Alors, c'est moi. Décidément, j'ai du mal avec l'informatique aujourd'hui. L'essentiel, c'est que tout le monde les voit. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci.